Voilà, donc ce soir, on va dire c'est une soirée multi-sujet avec un seul speaker en quelque sorte, hein, puisqu'on va ouvrir le capot. Vous faites tous du Java, vous compilez votre Java, vous lancez votre Java. Par contre, c'est comme quand vous conduisez la voiture, est-ce que vous avez regardé ce qui se passe sous le capot? Là aujourd'hui, on va ouvrir le capot et on va voir qu'il y a plein de capots. Sous le capot, il y a un capot, il y a un capot, il y a un capot, on va descendre assez bas. Donc pour ça, j'ai appelé ça, voilà, suivez le lapin blanc. Hein, on va partir dans l'univers merveilleux de la JVM, comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Et puis, je vais commencer déjà par vous expliquer comment moi je suis tombé dans le trou, parce qu'il faut bien que ça démarre quelque part. Et puis après, on ira se promener. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quelques-uns quand même, je pense, là-dedans. Je travaille chez Elastic, qui fait Elasticsearch, Logstash, Kibana, que je pense pas mal d'entre vous doivent connaître s'ils l'utilisent pas. Je travaille dans l'équipe cloud, j'y suis depuis 7 mois. Alors, cette activité est aussi en relation avec ce qu'on va voir ce soir, parce que chez Elastic, moi, je suis en charge sur l'équipe cloud de tout ce qui est... continuous improvement. Donc, en gros, c'est tout ce qui est refactoring, optimisation de perf, test automatisé, tout ce qui est un peu QA, mais de la QA très technique, en fait. Hein, parce que, par exemple, depuis 7 mois que je suis chez le cluster qu'on gère en prod est passé de 11 000 à bientôt 50 000. Donc, quand on grimpe à cette vitesse-là, il y a des problèmes de perf, d'optimisation intéressants qui apparaissent, auxquels on n'a pas pensé initialement, mais qu'il faut attaquer de manière très pragmatique et très efficace, sinon l'infrastructure, elle plante. Donc, voilà, ça m'a donné l'occasion comme ça de creuser un certain nombre de sujets. Alors avant ça, j'ai fait quoi? J'étais chez OVH, j'étais CEO un peu on m'a tout faire à moitié avec Thibaut qui est par là-bas sur Octoboard. J'ai bossé chez Sigfox, j'étais CTO chez Goodjet, qui s'appelle maintenant Scoopit. J'ai bossé chez Just, c'était les fondateurs de Skype qui voulaient faire de la télévision en peer-to-peer. Je suis membre de la fondation Apache, et puis avant ça, j'étais cofondateur CTO d'une boîte qui est maintenant rachetée par Sierra Wireless. Et puis encore avant, j'ai fait des satellites. Voilà. Enfin, non, pas le satellite, j'ai fait le logiciel qui contrôle le satellite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc, comment est-ce que cette présentation a démarré? Ça a démarré par optimiser 6 lignes de code. C'est pas grand-chose, 6 lignes de code, hein, mais on va voir que c'est 6 lignes de code qui sont très, très intéressantes parce qu'on peut tirer beaucoup de choses. Alors, à partir de ça, on va voir comment est-ce qu'on fait du profiling mémoire. De là, on va voir que des fois, en faisant du profiling, on découvre des choses qui apparaissent dans le profiler qui ne sont pas dans notre code. D'où ça sort? Donc, on va descendre dans les fichiers .class et on verra qu'il y a du code dans les fichiers .class qui ne sont pas celui qu'on a écrit. Ensuite, on va remonter sur du code et on va écrire des benchmarks. Voilà, on veut optimiser du code. Comment est-ce qu'on peut faire de la mesure de performance fiable, reproductible et qui nous apporte des enseignements intéressants. Et de là, on descendra encore plus bas, on ira voir dans le code de la JVM, d'OpenJDK, parce qu'on verra qu'il y a des choses qu'on voit dans les benchmarks qui sont liées au fait que le code qu'on voit dans le source du JDK n'est pas celui qui s'exécute. Voilà. Donc, comment tout ça a démarré? Optimiser 6 lignes de code. Donc, un jour, sur Twitter, je vois passer un article, JVM Profiling, Lessons from the Trenches. Donc, c'était un article sur le blog de Couchbase, donc base de données NoSQL, où en gros, ils expliquaient comment ils ont optimisé une certaine sélection de code un peu critique dans le client, la librairie client de Couchbase. Donc, je me dis, tiens, cool, optimisation de perf, machin, benchmark, on va regarder ça. Et puis, au fur et à mesure que je lis l'article, je me dis, ouais, truc qui va pas. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Alors, le use case, en gros, c'est un énuméré. Alors, en gros, le truc qu'ils veulent optimiser, c'est qu'ils ont dans leur protocole un entier qui indique un code d'erreur. Et ce qu'ils veulent, c'est dans les logs, pouvoir écrire ce code d'erreur sous une forme lisible. Donc, en gros, truc très basique, conversion d'un entier, alors un short en l'occurrence, en une chaîne de caractères. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini un enum, use status, sur lequel ils ont mis des propriétés complémentaires. Alors, là, souvent, les gens ne savent pas qu'un enum, c'est une classe. On peut lui rajouter des propriétés, on peut lui rajouter des méthodes. Hein. Donc, voilà, mon key-value-status, il a quoi? Il a un code, qui est le short, qui arrive sur la connexion réseau, et puis il a une description. Et puis, voilà, ce qui va m'intéresser, c'est quand j'ai un short ici, trouver la chaîne de caractères correspondante. Tout bête, pour l'écrire dans les logs. Alors, si on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont appelé key-value-status
Alors, ils itèrent sur values. Donc, tout énuméré en Java fournit une méthode values qui nous renvoie un tableau qui est la liste des énumérés. Donc, on peut itérer là-dessus. Et puis, on va itérer jusqu'à ce qu'on trouve l'élément d'énumération qui a la valeur de notre code d'erreur. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Et sinon, on dit, unknown. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, dans l'article, ils expliquent qu'en gros, ils ont trouvé, à travers du benchmarking et du profiling plutôt, que values ici alloue la mémoire. Alors, on verra plus tard pourquoi ça alloue la mémoire. Et que donc, ça pose problème, parce que là, en gros, à chaque fois que je vais avoir la chaîne de caractères correspondant à un status code, je suis obligé d'allouer de la mémoire pour itérer dessus. Donc, la solution à la fin de l'article, ils arrivent à un truc comme ça. Ils disent, finalement, pour éviter d'allouer la mémoire, on va mettre en place ce qu'on appelle un fast pass, c'est-à-dire, en gros, traiter spécifiquement les cas les plus communs, de façon à éviter notre allocation, au moins dans ces cas-là. Donc, ils disent, le plus souvent, on rencontre success, not found, etc., etc. Donc, il y a 4 cas qui sont traités, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on retombe à nouveau dans le même truc. Donc, finalement, on n'a pas vraiment résolu le problème d'origine, ou seulement dans certains cas. Alors après, il faudrait évaluer dans la vie réelle le pourcentage que ça représente, mais surtout, il y a un problème. C'est que quand quelque chose va mal se passer entre mon client et mon serveur, c'est là qu'on va sortir du fastpass, et c'est en général là qu'on va vouloir loguer les erreurs dans les fichiers de log, et c'est là qu'on va tomber dans ce cas-là. Et donc, finalement, le fait que mon application se retrouve dans un cas un peu dégradé, fait qu'on va la dégrader encore plus, parce qu'on va retomber dans le cas non nominal, où je vais faire l'allocation mémoire. Donc là, on est dans un exemple, finalement, où l'optimisation, elle n'est pas bonne, parce que la plupart du temps, ça, on ne va jamais le loguer. Ça peut être rarement, parce qu'on va dire que c'est du nominal d'un point de vue applicatif, et par contre, quand il y a des erreurs, on va les loguer, et on va retomber là-dedans. Donc, pas bon. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer tout un dimanche du mois de novembre. Alors, il pleuvait, c'était bien, à faire des benchmarks, à essayer différents trucs, à plonger dans le code de la JVM, à écrire un article de blog. Voilà. Micro benchmark make you short-sighted, parce qu'on verra aussi que dans la démarche, en gros, ils ont oublié de prendre du recul par rapport au problème. Bon, mon article, vous voyez, il a 0 commentaire. Tout le monde s'en fout, mais bon. Pas tant que ça, finalement, puisque je suis là ce soir pour vous en parler. Donc, parce qu'après, mes petits copains du Jug m'ont dit écoute ton article, tu ne pourras pas faire une présentation avec ça? Je dis allez. Voilà, donc première chose, voilà, premier capot qu'on va ouvrir, c'est comment on fait du profiling d'utilisation mémoire dans une application. Alors, on a différents types de profiling. Donc, premier type, c'est l'utilisation mémoire, c'est-à-dire, voilà, en régime constant, de combien de mémoire est-ce que mon application a besoin. Donc, trouver voilà, donc le volume constant, mais aussi éventuellement les fuites mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce que ça grossit en permanence. Mon application a besoin de monceaux de RAM, pourquoi? Donc là, dans ces cas-là, on va utiliser un outil à memory profiler ou un outil qui s'appelle JMap. Alors on verra après JMap, c'est un outil qui est très intéressant et qu'on néglige souvent. L'autre type d'optimisation qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on appelle la pression sur la garbage collector. Donc en gros, ça veut dire on va passer notre temps à allouer plein d'objets qui servent pendant très peu de temps. Et ce qui fait que le garbage collector, il va dire j'alloue, je libère, j'alloue, je libère, j'alloue, je libère. Et on verra que finalement, notre processeur, il passe beaucoup de temps à gérer cette mémoire et qu'on a une utilisation aussi du cache mémoire au niveau des processeurs qui est dégueulasse et que du coup, les perfs en pâtissent. Donc là, on a d'autres outils pour ça et on verra notamment Java Mission Control qui existe depuis Java 7. Et puis encore, notre cher JMap. Alors, je vais vous montrer. Donc, on va commencer à zapper entre IntelliJ, alors que je n'ai pas préparé. Gros grave erreur. Tac. Alors, où est-ce qu'on a le presentation mode là-dessus là? Yep. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ouais, ça ne va pas me plaire le presentation mode. Là, j'ai perdu mes petits. Allez, on va y arriver. Premier bug de la soirée, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Et je ne sais pas, je n'utilise jamais le presentation mode, donc je ne sais même pas comment on en sort. View.
Exit protection mode, voilà. Alors, ce qui va m'intéresser, il est où? Non, je suis dans le code d'Elastic, donc c'est pas ça. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, voilà. En gros, j'ai un petit driver de test, voilà, où j'ai juste... non, c'est pas celui-là. C'est encore du code d'Elastic. On va y arriver. J'ai plein de trop de fenêtres. Projet. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, on y est. Simple main. Voilà. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai un petit driver de test. Il fait quoi? En gros, c'est un main qui fait une boucle où il va dire je tire un short au hasard, et puis je vais appeler un truc qui s'appelle resolve, et en dessous, on va tester différentes façons de convertir ce short en chaîne de caractères. Comme ça va nous permettre de tester, de benchmarker différentes approches. En l'occurrence ici, celui qu'on va essayer, c'est le truc de base. Voilà, tel qu'il était initialement dans le code de Couchbase. Je fais juste une simple boucle. Alors, voilà, je lance mon truc. Tac, on va ouvrir un terminal par derrière. Il y a plein de bordel. Et oui, c'est ça. Finir la préparation à l'arrache dans le métro, c'est pas bon, quoi. Mais ça va le faire. JMH, toc. Alors, vous savez ce que je vais faire, parce que avec l'âge, et oui, on est un peu presbyte, c'est là, c'est trop petit, donc je vais agrandir la résolution. Tac. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, je fais un JPS. Qu'est-ce qu'on voit? Vous connaissez JPS? Ça m'affiche la liste des JVM qui tournent. Et je vois que j'ai ici mon main qui tourne ici, qui s'appelle Java Mission Control Main. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que c'était plus facile de le retrouver. Je vais faire un JMap -histo. Et puis ici, le numéro de process. Alors JMap, vous le connaissez probablement comme un outil qui permet de faire des dumps mémoire pour ensuite les recharger dans un profiler ou truc comme ça. Chez Elastic, à un moment, j'ai eu un souci. On avait, à cause de la croissance de l'activité de la boîte, on avait des process qui bouffaient entre 40 et 60 gigas de RAM. Et puis ça continuait à grossir, il fallait vraiment faire quelque chose. Le problème, c'est qu'un truc qui bouffe 50 gigas, si vous faites un dump de la mémoire, vous ne pouvez pas le monter dans votre IDE, dans votre profiler, parce que ma machine, elle n'a que 16 gigas. Donc le machin, il faisait que quick, terminé. Donc dans ce cas-là, la bite et le couteau, il faut bien se démerder. Et donc on part sur des outils un peu plus rustiques, et en particulier jmap.histo, fait celui-là, il demande juste à la JVM, parcours tous les objets que tu as en mémoire, et tu me fais un histogramme par classe du nombre d'instances qu'il y a. Donc on voit ici, là, j'ai lancé mon petit programme qui fait rien, qui fait juste une itération, et il me dit, voilà, tu as 513 000 instances d'un truc qui s'appelle key value status, et ici, alors on verra après ce que ça veut dire, crochet L machin, c'est un tableau. Donc tu as 500 000 instances de tableau de key value status. Donc là, notre allocation furieuse dans la méthode values, on la voit clairement apparaître. Donc déjà, là, truc qui est pas net. Ensuite, il y a une autre petite astuce sur JHisto, c'est dire, avant de faire ton histogramme, tu balances un grand coup de garbage collector. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des choses intéressantes. Voilà. C'est que tout en haut, qu'est-ce qu'on a? On a des tableaux de caractères. On a 5800, pas grand-chose. Mon key value status, là, il est passé où, là? On va descendre. On va descendre. Et il est là. Il est arrivé en 52e position. Alors, quand on voit ça, comment est-ce qu'on analyse ça? D'un côté, je prends un snapshot de la RAM sans faire de garbage collector, sans rien. J'ai des centaines de milliers d'instances. De l'autre côté, je lui dis, allez, tu fais un gros ménage
et ensuite il me dit ce qu'il y a, et là, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'en gros, je passe mon temps à en allouer des objets qui sont jetés à la poubelle immédiatement. Donc là, on est typiquement sur les problématiques de pression sur le garbage collector. C'est pas que j'ai des fuites mémoire, c'est pas que j'ai besoin de beaucoup de mémoire en régime continu, c'est que j'alloue énormément et que je désalloue énormément. Donc on va voir que la pression sur le garbage collector, elle est colossale. Voilà, si je reviens ici. Voilà. Donc récap de ce qu'on vient de voir. Hein. Au début, il est là. Et puis après un clean, il est descendu en 52e position. Alors, pour info, le live ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que c'est un truc en temps réel, c'est que c'est ce qu'on appelle les live objects, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, c'est pas les objets qui sont perdus et qui sont prêts à être récupérés par le garbage collector. Alors maintenant, on va vouloir comprendre d'où ça sort ces trucs. Qui est-ce qui alloue ces trucs-là? Parce que là, au début, je vous ai dit, ça vient de la méthode values, mais on ne l'a pas encore démontré. Alors, pour ça, on va utiliser un outil qui est fourni avec le JDK de Oracle, qui s'appelle Java Mission Control, qui a une fonction qui s'appelle Java Flight Recorder. Donc, c'est un agent qui est intégré dans la JVM d'Oracle. Vous n'avez rien installé de plus, c'est déjà dedans, qui vous permet de faire, on va dire, de la collecte de métriques sur ce qui se passe dans la JVM, des indicateurs importants de diagnostic. Et c'est quelque chose qui est extrêmement léger, c'est-à-dire que on peut le mettre en prod, ça a un impact, en gros ce qu'ils disent, c'est que ça ralentit de 1%, pas plus. Voilà, donc en permanence, il fait de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de la donnée exacte, mais de la donnée échantillonnée, ce qui donne déjà des bonnes idées, sur l'activité des threads, du CPU, du garbage collector, les allocations mémoire, et en particulier, on verra d'où viennent les allocations. Alors, je disais, on peut le mettre en prod, peu d'overhead, mais attention, c'est un produit commercial. Donc, c'est gratuit pour le développement. Par contre, si vous le déployez en permanence sur des serveurs de production, vous êtes censé payer une licence à Oracle. Et je crois que la licence par serveur, elle est de plusieurs milliers de dollars. C'est Oracle. Hein, c'est Oracle. D'ailleurs, il y a eu une histoire il y a quelques mois, là, je crois, où les commerciaux d'Oracle étaient allés frapper à la porte d'un certain nombre de grosses boîtes en disant est-ce que vous pouvez montrer si vos JVM en production, ils n'ont pas des fois le flight recorder activé? Si oui, il faudra payer la licence. Mais bon, en développement, et puis je dirais aussi en test de production, on est un petit peu borderline là, ça passe. Donc, comment l'activer cette chose-là? Alors là, vous êtes obligé de le dire, vous ne pouvez pas le faire par erreur en fait. Hein. Vous devez démarrer la JVM en disant -XX unlock commercial features. Ouais, je veux passer à la caisse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, au passage, donc on voit là ici, on l'active au démarrage, mais imaginons qu'on ait un problème en prod, le truc n'a pas été activé au démarrage, comment est-ce qu'on peut faire? On peut l'activer en live avec un truc qui s'appelle JCommand. Alors là, je pense que peu de gens le connaissent. Vous connaissez JStat ou JPS, JMap, mais JCommand, qui a déjà utilisé ça? Donc en gros, on a un certain nombre de commandes justement qu'on va pouvoir adresser à un PID, et puis en l'occurrence là, on va lui dire tu me déverrouilles les fonctionnalités commerciales. Alors je vais vous montrer rapidement le JCommand parce que c'est intéressant à voir ça dans sa boîte à outils. Donc si on fait JPS, voilà, on va dire JCMD Mission Control Main, tac, et puis il nous dit, voilà, il y a des choses, tac, moins. C'est quoi? C'est help. Voilà, il nous dit, voilà toutes les commandes que tu peux m'envoyer. Donc, des choses liées au JFR, Java Flight Recorder, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai activé la fonctionnalité, je peux lui dire, je ne sais pas si c'est assez gros pour les gens du fond, je peux lui dire, vas-y, démarre l'enregistrement, arrête l'enregistrement. Je peux avoir des statuts sur l'état courant de ce que j'ai activé. Alors, chose intéressante, vous pouvez unlock les commercial features, mais par contre, vous ne pouvez pas les relocker. C'est-à-dire que si vous voulez sortir du mode commercial une fois que vous l'avez activé, il faut redémarrer la JVM. Ils ne sont pas fous chez Oracle. Hein. Voilà. Et puis, un certain nombre de choses liées au GC, on peut forcer des GC, etc. En l'occurrence, jc.heapdump, en gros, c'est plus ou moins ce que fait JMap. C'est-à-dire que la plupart des commandes que vous allez trouver qui sont J quelque chose, souvent, ça n'est ni plus ni moins que appeler un JCommand avec un paramètre.
Donc en particulier, là on peut regarder par exemple, chose intéressante, vm.command line. Ça c'est un truc dont on a tout le temps besoin, c'est quel est le putain de classe-pass sur ma JVM. Voilà. Donc là, vous allez rechercher dans vos fichiers init, dans /proc, machin, etc. Non, c'est plus simple, vous l'avez ici. Alors on voit que quand même que quand on lance juste un tout petit programme dans IntelliJ, il rajoute beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Donc, j'y commande. Donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, donc le code d'origine. Et puis, on va tester une amélioration. Voilà, le code d'origine. Alors, on va vous le montrer en vrai. Voilà. Toc. Toi, tu t'en vas. Donc, on trouve ici notre Java Mission Control. Ici, j'ai ma JVM. Je vais lui dire, voilà, tu me fais un enregistrement. Start Flight Recording. Et tu le fais pendant 10 secondes. Ça suffit largement. De toute façon, il passe son temps à faire la même chose. Alors, donc, qui parmi vous a déjà utilisé Flight Recorder? Yes, il y en a quelques-uns. Cool. Alors, ce qu'on voit ici, tout de suite, on va s'intéresser à la partie mémoire. Donc, mémoire, et en plus, ici, la partie Garbage Collection. Alors, tiens. Non, c'est pas ça que je voulais. Allocation. Qu'est-ce que j'ai testé là? Ah oui. Non, en fait, j'ai instrumenté Java Mission Control lui-même. C'est pas trop utile. Voilà, c'est celui-là. On va recommencer. Là, on était dans Inception, là. C'est marrant qu'il autorise à s'instrumenter lui-même, mais bon, il n'y a pas de raison, hein, c'est un programme Java. Voilà, 10 secondes, hop. Donc, on va virer celui-là. Ça m'intéresse pas. Voilà. Memory. Toc. Garbage collection. Et là, c'est la fête. C'est la fête. Donc, vous voyez mon petit programme qui fait juste une bête boucle pour aller faire une conversion d'un short en énumération. Il me bouffe allègrement 256 mégas de RAM. Là, sur 10 secondes, vous voyez, tout le temps, il fait « Ah, j'ai plus de mémoire, garbage collector. Ouais, j'ai plus de mémoire, garbage collector. » Voilà, ici, là, tac, 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 tac. Ça, c'est 10 secondes. Hein. Donc, voilà, c'est un problème quelque part. Là. Alors, si vous me dites qu'il n'y a pas de problème, je ne veux pas que vous veniez bosser avec moi. Hein, ça, alors, la chose intéressante, c'est que on a ici donc allocation pressure, où on retrouve un peu les mêmes choses qu'avec notre JMap, et on voit ici qu'on a alloué 10 gigas de tableaux de key value status. 10 gigas. Hein, parce qu'entre j'alloue, je désalloue, je garbage collect, etc., en 10 secondes, on a alloué 10 gigas. Hein, donc, ça tourne. Hein, ça tourne. Alors, maintenant, le problème, c'est d'où ça vient. Voilà. Donc, on va dérouler ici la stack trace. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que ce qui est intéressant, je n'ai qu'un seul chemin qui arrive à ce truc-là, ce qui semble un petit peu logique, parce que j'ai 3 lignes de code. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai mon main. Ici, j'ai ma méthode resolve, là, qui est mon espèce de wrapper autour de mes différents tests. Et voilà, value of loop, qui est l'implémentation que je teste. Et puis ici, j'ai keyValueStatu.values. Donc là, on a prouvé effectivement que c'est bien le values sur l'enum qui crée ce problème, qui alloue ces tableaux. Alors, j'ai perdu ma présentation. Et là. Voilà. Donc, résumé, voilà. Donc, on regarde l'écran, donc simplement allocation. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont vivants. Et puis, par contre, on voit que le rythme d'allocation va assez vite. Et puis, par contre, là, ici, qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, c'est un problème, là, et puis voilà, donc notre garbage collector, lui, il est au taquet. Hein. Ça tourne, hein, ça marche bien. Mais bon, c'est pas vraiment optimal non plus. Alors,
Et ben, puisque values crée des objets, on va arrêter d'appeler values. Donc ça, c'est solution tout con. Et pour moi, le gars qui a écrit l'article de blog, il aurait dû commencer par ça. C'est dire, puisque values a eu de la mémoire, je le sors de la boucle. Je le sors de l'équation, il n'y a plus d'allocation. Donc résultat, on va le faire. Enfin, non, on ne va même pas le faire parce qu'il est déjà 34, mais je vais vous montrer le résultat. Tac. Il était où? Tac. Voilà. Donc on reprend si on reprend la même chose qu'on a fait, mais sur le nouveau code, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les allocations, il n'y a plus rien. Normal, hein, on fait juste une boucle qui va juste faire une itération sur un tableau qui, lui, est alloué une fois pour toutes. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelques trucs qui traînent. Et c'est quoi? C'est Oracle.jrokit. Donc, en gros, c'est l'agent d'instrumentation lui-même. Il faut quand même qu'il bosse pour nous remonter des métriques. Donc, voilà, il fait quelques petits trucs quand même. Ouais, c'est cool. Voilà. L'activité du garage collector, alors là, c'est pas qu'on a merdé sur la mesure, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, il se passe rien. Voilà. Donc, objectif atteint, mon truc, il est optimisé. Voilà. Alors, petite digression, c'est que le garbage collector, il a 10 gigas en 10 secondes, même pas mal. Pas de problème. Bon, ça tourne, quoi. Par contre, le problème d'avoir comme ça des surallocations, c'est que ça crée des dommages collatéraux. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais quand on avait nos 10 gigas d'objets alloués, on avait aussi d'autres trucs en dessous, là. Donc, en particulier, on voit des choses là. Java IO Object Stream Class Weak Class Key. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Dès que je vois weak quelque chose dans un nom de classe en Java, je pense weak référence. Quand on pense weak référence, on pense aussi cache. C'est-à-dire un cache où, en gros, je veux que le garbage collector fasse le ménage dans le cache s'il a besoin de place. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cache interne de la librairie du JDK pour la sérialisation d'objets. Qui est utilisé par le protocole RMI, qui est utilisé pour discuter donc, via JMX entre l'agent d'instrumentation et mon Java Mission Control. Donc en gros, en faisant de la surallocation, on passe notre temps à péter le cache de la sérialisation, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on veut envoyer un message via RMI, on doit recréer ce cache. Alors, j'imagine que dans la sérialisation, recréer le cache veut dire aller chercher la classe, le descripteur, faire l'introspection, de la réflexion, machin, etc., repopuler le cache, et puis juste après, le garbage collector, il dit « Ah non, tu t'en vas ». Voilà. Donc, finalement, le dommage collatéral qu'on crée en surallouant peut peut-être être encore plus coûteux que ce qu'on va gagner en optimisant. Donc voilà, pensez à ça, c'est qu'il n'y a pas que votre code, il y a aussi des copains à côté qui tournent. Alors maintenant, question. Enum.values. D'où ça sort ce truc? On ne l'a pas écrit. On va rentrer dans le bytecode. Parce que le code, il est là quelque part. Il est dans le point classe. Qui a déjà été voir dans le bytecode? Waouh, génial. Comment? D'accord. Vous lisez pas l'assembleur JVM couramment quand même, non? Qui lit l'assembleur JVM couramment? Bon, ça me rassure. Ça va servir à quelque chose. Alors, si on cherche un peu d'où sort ce enum.values, on tombe sur deux choses. Alors, sur le Java tutorial, on vous dit que voilà, sur les enum, le compilateur ajoute automatiquement quelques méthodes, donc en particulier values et aussi valueOf. ValueOf, c'est je prends une chaîne de caractères qui est en gros la valeur de la constante et ça me renvoie l'objet énuméré. Là, ici, on est dans la Java Language Specification où on nous dit, voilà, sur tous les énumérés, il y a une méthode values. Alors, vous remarquerez que nulle part là-dedans, y compris et surtout dans la spécification du langage, on nous dit que values va faire une allocation. C'est pas écrit nulle part, ça. Donc, d'où ça sort? Donc, on va dire, allez, tu montes le code. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc, si je prends Voilà, exemple de bytecode, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est, voilà, j'ai ici un tout petit main, de rien du tout, et puis je le compile, et je fais javap-c simplemain.class. Donc, on va le faire pour avoir la version complète, et ensuite, je vous fais l'explication. P-c, donc c'est target class 16, tac, talk simple main
point classe, tac. Voilà. Donc on voit quelques trucs. Alors on va se concentrer sur le code d'une méthode. Alors, pourquoi je ne peux pas revenir? C'est chiant ça. Tac. Non, c'est pas ça. Il y avait un truc avec un point devant, mais c'était pas le bon. Follow the traceability, là. Voilà. Donc ça, Java P-C, c'est aussi un outil très pratique parce que, alors Java P tout court, vous avez un fichier classe, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, il va vous dire, ben voilà, toutes les méthodes publiques et les champs publics qu'il y a sur cette classe-là. Si vous mettez -c, c'est montre-moi le code en plus. Donc les choses qu'on voit là, c'est quoi? C'est que ma méthode ici, main, on va la trouver ici, avec les traduites avec des choses un petit peu cabalistiques, hein, où on dit, ben voilà, get static, dièse 2, je pense que c'est le dièse 2, et puis derrière, field Java lang system out. Ah, ça me dit quelque chose. System.out, très bien. LDC, dièse 3, hello world. Alors LDC, moi je sais ce que ça veut dire, c'est load constante. Hein, donc en gros, on va charger une constante, et puis ici, invoque virtual. Alors pour ceux qui font du C++, virtual, ça doit vous rappeler quelque chose. Hein. Donc là, et puis derrière, on a un nom de méthode. Mais tiens, ça doit être un appel de méthode. Et ensuite, return, fini. Donc là, si on s'est intéressé toujours un petit peu à de l'assembleur, on se dit invoque virtual, il n'y a pas de paramètres qui sont passés. Par contre, ce que je vois là, c'est que getStatic et LDC qui sont devant, ils font un truc, mais on ne sait pas où ça va. Donc là, j'intuite que ça fonctionne avec une pile. Hein, c'est-à-dire que getStatic, il va prendre une valeur d'un champ, il le met sur la pile. LDC, il prend une constante, il le met sur la pile. Et puis ensuite, invoque virtual, il dit, voilà, j'appelle la méthode avec les deux choses qui sont sur la pile. Le premier, c'est l'objet que j'appelle, et le deuxième, c'est le paramètre. Donc, on a fait notre hello world. Alors, au passage, on voit qu'il y a ce truc au-dessus, là, qu'on n'a pas écrit. C'est quoi ce truc? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit que c'est un constructeur. Voilà. Hein, quand vous écrivez pas constructeur, le compilateur vous en génère un par défaut. C'est pas qu'il existe et que la JVM, il n'existe pas et que la JVM se débrouille avec, c'est que le compilateur le génère. Donc là, on voit quoi? On voit allowed 0. Alors là, 0, c'est quoi? C'est je charge dans la pile le premier paramètre d'appel, qui se trouve être le this. Et ensuite, je fais un invoke special. Alors tout à l'heure, j'avais invoke virtual, là j'ai invoke special. On verra que invoke special, c'est pour les constructeurs. Donc j'appelle, quoi? Java lang object init, j'appelle le constructeur de la superclasse. Au passage, vous voyez qu'on a des notations un peu synthétiques pour les constructeurs, ça s'appelle le crochet init, qui se trouve être un identifiant Java non valide. Donc ça tombe bien. Donc voilà, première chose, sur une classe toute simple, on voit que déjà, le compilateur a rajouté un petit peu des choses. Hein. Il bosse dans notre dos, celui-là, donc il faut le surveiller. Voilà, le constructeur par défaut. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Alors, on va faire un truc tout bête. System.out.println, et là, j'ai décomposé mon hello world en hello world, deux champs, et puis une concaténation de chaîne de caractères. Alors, on vous dit toujours, ne faites pas de concaténation de chaîne de caractères dans des boucles parce que ça consomme beaucoup, etc. Pourquoi? Eh bien, on va le démontrer là. Hein. On va le démontrer. Alors, bon, c'est un peu compact, mais bon, on va tracer le truc. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on commence par faire un new string builder. Tiens, je n'ai pas écrit string builder nulle part, moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va créer un string builder. On va appeler son constructeur getStatic dièse5 field hello. Donc, on voit ici, on va chercher le contenu du champ hello. Et puis, on dit, je fais append sur mon string builder. Donc, en gros, la première partie qui est là, je fais quoi? New string builder.append de hello. Ensuite, je charge sur ma pile la chaîne de caractères espace, à nouveau un append. Je vais chercher mon champ, à nouveau un append, et à la fin, j'ai fini mon expression, je fais quoi ici? String builder.toString. Et finalement, j'appelle print. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette expression qui paraît totalement triviale et simple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un nouveau string builder, elle a mis des trucs dedans, elle nous a fait un toString. Donc, on a eu deux objets qui ont été créés. Le string builder, alors plus que ça encore, le string builder, le tableau interne qui collecte les caractères, qui éventuellement est retaillé si on en a beaucoup, et puis à la fin toString qui vous fait une copie de ce tableau dans un objet string.
Donc, c'est pas innocent cette affaire. Hein, c'est pas innocent cette affaire. Et quand on vous dit ne faites pas genre A égale A plus cote quelque chose dans une boucle, c'est parce qu'à chaque fois, vous allez faire un new string leader point append de la chaîne qu'il y avait avant, plus ce que vous y ajoutez, point to string, et vous rebouclez. Donc, on vous dit toujours, le new string builder, vous le mettez en dehors et vous faites le append à l'intérieur de la boucle. Voilà. Le pourquoi de cette recette, il est là. Hein. Voilà. Et on l'a vu, on l'a compris parce qu'on est allé farfouiller un petit peu dans le bytecode. Alors, vous remarquerez que je vous ai passé les détails sur les new, les dupes, les LDC, machin, etc. Simplement, en regardant un petit peu à quoi ça ressemble, les symboles qui sont là, on comprend globalement ce qui se passe. 4 avec un string builder. Et puis, si, il y a un petit truc en plus en bas, là. C'est que ces trucs-là, là, c'est quoi? C'est du code, ça aussi. Donc, le compilateur nous a généré un static initializer, c'est-à-dire qu'en gros, un bout de code qui est exécuté au chargement de la classe et qui fait quoi? Qui charge une constante, qui fait un put statique, donc il met dans un champ, qui charge une deuxième constante, qui met dans un champ. C'est du code. Maintenant, revenons à notre enum. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, j'ai pris un tout petit exemple parce que l'autre, il a 50 ou 80 enum, ça fait beaucoup. On voit ici, voilà, notre méthode values. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait get static field $values. C'est quoi ce truc? Là aussi, le compilateur génère un champ, ce qu'on appelle un champ synthétique. Il est généré par le compilateur dans lequel il va mettre, donc c'est un tableau avec l'ensemble des valeurs de l'énumération. Deuxième chose ici, clone. Et il le caste. Et puis il renvoie. Donc là, voilà, on l'a trouvé. Donc quand j'appelle values, qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Il appelle une méthode qu'il a générée lui, dans laquelle il y a un clone. Il y a un clone d'un champ statique qui a été généré par la déclaration de l'énumération. Pourquoi est-ce qu'on a ce clone? Un peu con quand même. Hein. Alors là, il faut revenir à une notion de mutabilité, immutabilité. Un tableau en Java, c'est mutable. Donc imaginez, je fais mon énumération.values et puis je fais YOLO, je vais te modifier ce qu'il y a là-dedans. Le suivant qui va appeler la même méthode, il va avoir un petit souci, quoi. Et puis si on est gentil, on va lui foutre des nuls là-dedans. Alors, si on pourrait faire un truc plus subtil, on change l'ordre. Ça peut des fois donner des trucs rigolos. Le nul, ça donne une bonne NPE bien franche. Là, on sait quoi faire. Mais si on change l'ordre, ça peut être funky aussi. Voilà. Le compilateur, il génère du code qui fait une copie défensive à chaque fois. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Il aurait fallu pour ça que finalement, dans la spec du langage Java, on dise, on renvoie pas un tableau, mais on renvoie une liste. Et là, on se trouve avec un problème, c'est que la spec du langage Java, elle est quand même très bas niveau. La notion de liste, ça fait partie de la librairie du JDK. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu garder un truc de bas niveau qui est un tableau. Mais si on avait renvoyé une liste, on résolvait le problème. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'on pourrait dire sur mes enums, je rajoute un getValueList qui renvoie une liste, mais le problème, c'est que le values, il est toujours disponible, il est toujours public. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors, comme on est sous le capot, on va regarder. Hein, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans un point classe? Donc, dans un point classe, il y a deux grandes parties. Quelque chose qui s'appelle le constant pool. Alors, le constant pool, vous avez sûrement été confronté à ce mot qui traîne quelque part quand vous faites du Java. C'est quoi le constant pool? En gros, c'est un tableau, entre guillemets, de tous les objets constants qu'il y a qui servent au reste de la classe. Donc, les champs et aussi le code. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une chaîne de caractères, elle est référencée dans un pool de constantes. À chaque fois qu'il y a un nom de méthode, elle est référencée dans un pool de constantes. Alors, ça permet quoi, ça? Ça permet que si vous utilisez, par exemple, Java utilist 25 fois dans votre classe, dans le point classe, ça n'existe qu'une seule fois. Et c'est référencé depuis les instructions. Ensuite, on a les champs et les méthodes, donc leur définition et le code pour les méthodes, évidemment, où on va trouver donc alors on ne va pas rentrer dans le détail de la structure binaire du truc, mais on va trouver donc des access flags. Est-ce que c'est statique, privé, public, et des attributs. Alors des attributs, on va voir que c'est une espèce de hashmap associé à chacun de ces éléments. Et on a le code, et puis dans ces attributs, on va trouver en particulier une table qui donne la correspondance entre instruction bytecode et numéro de ligne de code. C'est ça qui permet à votre débugger de savoir où vous en êtes quand vous mettez un breakpoint. Aussi une table des variables locales. Donc là aussi, c'est ce qui permet au débugger
de savoir quel est le nom à afficher quand il inspecte la pile. Autrement, il vous met des arc0 ou $1, enfin, selon les débuggers. Et puis aussi, alors, un truc qui est important, qui est la exception table, qui en gros va être un ensemble de ranges, en gros, dans le bytecode, disant sur ce range-là, j'ai un try-catch sur telle exception. Et si une exception, je me déroute à tel endroit pour aller le traiter. Alors, question, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'apprendre un petit peu ce truc-là, quoi? Ce n'est pas utile. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est quand même intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe sous le capot. Vous n'avez pas besoin d'être expert en bytecode, hein, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, sauf si vous faites un générateur de bytecode, évidemment. Mais par contre, ça vous permet donc de mieux comprendre ce qui se passe, dont certains messages de diagnostic. Le JMap tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des crochets L, machin, avec des points-virgules, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis aussi comprendre le code généré. Alors on voit que Java lui-même en génère. Si vous regardez des lambdas, là il y a encore plus de code généré. Si vous regardez des loops forts, par exemple sur des listes, bah, vous verrez que derrière il vous génère un code qui prend un itérateur, qui itère sur l'itérateur, etc. Et puis aussi, bah, on a des langages comme Scala, moi je bosse beaucoup en Scala, comme Kotlin, qui nous fournissent des constructions de plus haut niveau que ce qui est simplement défini dans l'aspect du langage Java, et qui derrière bah, génèrent du code. C'est-à-dire que vous écrivez un truc tout simple en Kotlin, derrière, il va vous dérouler plein de trucs. Quand j'ai commencé à faire du Scala, je passais beaucoup de temps alors si je vais vous montrer, dans IntelliJ, il y a un plugin qui est sympa, que moi j'adore, c'est ici, Show Bytecode. Ouh. Alors, il n'y a pas de zoom là-dessus, mais c'est génial parce qu'en gros, une fois que vous avez compilé votre projet, vous pointez sur une méthode, vous faites show bytecode et tac, il vous montre directement le truc. Donc là, pour apprendre, c'est super intéressant. Hein, parce que vous n'avez pas besoin d'aller dans le terminal, faire JavaP, machin, etc. Show bytecode, vous l'avez direct. Fenêtre, tac, ici. Voilà. Et puis, on a des outils aussi comme Hibernate qui fait des choses assez sales avec votre code. Hein, alors, il ne le fait pas seulement avec votre code, hein, il le fait aussi avec vos objets, vos requêtes SQL, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, des fois, ça peut être intéressant, donc ça peut être intéressant de comprendre ce qui se passe en dessous, quoi. Alors, évidemment, c'est un poil compliqué, mais des fois, quand votre truc il part en vrille et puis qu'il faut comprendre ce qui se passe, ça peut vous donner des infos intéressantes. Et puis donc, moi, je considère que voilà, comprendre un peu ce qui se passe sous le capot vous permet ensuite, quand vous réfléchissez à votre code, d'avoir toujours par derrière le petit truc qui vous dit « Oh, attention, tu es en train de créer une grosse merde, là, ça va faire des saloperies derrière. » Voilà. Alors, le constant pool, voilà, un exemple de constant pool. Celui-là, c'est pour ma classe Simple Main. Alors, vous voyez que là, c'est plus trop simple, là, hein, ça commence à grossir un peu. Dans notre constant pool, on a des objets qui sont typés. Alors, on voit ici qu'il y a des références à des méthodes, des références à des champs, des chaînes de caractères, méthodes, des classes, et puis plein de UTF-8. Alors, ce que vous remarquerez, c'est qu'une méthode ref, par exemple, c'est un dièse6.dièse20. Dièse6, hop, ça dit, c'est une classe Javalang Object. Pourquoi j'ai un dièse27 là? Alors, dièse27, c'est une chaîne de caractères UTF-8 qui dit Javalang Object. Donc, on a comme ça tout un système d'indirection, c'est-à-dire que le seul objet, le seul type qui contient vraiment de la donnée, c'est UTF-8. Et puis, une méthode ref, c'est quoi? C'est la composition d'une classe et derrière le 20 d'un name on type. Le name on type lui-même, c'est un dièse7 et un dièse8. Alors, dièse7, c'est quoi? C'est un UTF-8 qui dit le nom de la méthode et un dièse8 qui dit son type de retour. Donc, le constant pool, c'est comme ça. C'est un graphe, en quelque sorte, qui va permettre, d'une part, d'être extrêmement compact, parce que, bah, typiquement, Javalang, si je prends Javalang Object, ici, je le référence dans une méthode. Peut-être que plus loin, je vais le référencer avec une autre méthode, ou avec un champ, ou je ne sais pas quoi. Donc, comme ça, voilà, on a un truc qui est extrêmement compact. Alors là, il ne faut pas oublier les origines de Java, qui, à l'origine, était censé être un système pour les équipements embarqués. Hein. Donc, on a cherché la compacité. Alors maintenant, nos applis sont un peu plus grosses, hein, mais c'est toujours là. Il ne faut pas oublier que ça date de 96, cette affaire. Hein, voilà. Donc, si je reviens à mon code, vous voyez ici invoke special dièse 1. Bah, le dièse 1, c'est quoi? C'est simplement une référence au constant pool. Hein, voilà. Et JavaP, il a été gentil pour m'aider. Il m'a dit, bah, tiens, c'est la méthode Javalang Object init.
Pareil ici, getStatic dièse2, mais on voit que le dièse2, c'est une référence de champ, etc., etc. Donc, quand vous faites un java p-c, vous voyez tous les dièses, en gros, c'est des références dans le constant pool. Et java p est gentil, il vous l'expanse à côté. Alors, c'est quoi ce truc-là? L java langstring point virgule v. What the fuck? C'est un encodage compact d'un ensemble de types. Donc, en gros, d'une liste de types. Alors, là, ici, ça veut dire quoi? C'est une méthode qui prend en paramètre, entre les parenthèses, donc L, un nom de classe, point virgule. Donc ici, on a L, java, /lang, /string, point virgule. Alors, on retrouve une notation fichier classe pass, hein, et pas notation pointée. Et puis ici, V. V, c'est quoi? Ah ben, j'ai oublié de le marquer, tiens. Qu'est-ce que c'est V? Void, voilà. Et donc, on a un encodage comme ça pour les types primitifs, donc IL, SBC, F et D pour les flottes et doubles, et puis Z pour les booléens. Donc, maintenant, petit exercice. C'est quoi ça? Alors, donc déjà, c'est pas un type tout seul, c'est une déclaration de méthode, puisque des paramètres de méthode, puisque j'ai une parenthèse ouvrante. Donc, ça commence par un I, un entier. Après, je ne l'ai pas dit, il y a un crochet. C'est un tableau. C, un caractère, voilà. Donc, on a un entier, un tableau de caractères. Ensuite, L. Non, L, c'est classe. Alors, ah oui, je me suis trompé, là, c'est pas L. C'est dans un autre contexte où c'est L. Bon, il y a un bug sur le transparent. Donc, L, c'est début d'un nom de classe, jusqu'au point virgule. Et Z, un booléen. Et ça renvoie L, java langstring. Voilà. Donc, effectivement, là, c'est un peu plus sympa, quoi. Hein. C'est une méthode, alors là le nom n'est pas mentionné ici, qui prend des paramètres entiers, tableau de caractères, une liste et le booléen. Vous voyez au passage ici que le générique, là, il a disparu. C'est ce qu'on appelle le type erasure. Donc en gros, quand ils ont introduit les génériques dans le JDK5, ils n'ont pas voulu modifier le format du bytecode. Et donc, ils ont dit, bah, on reste tel quel. Dans toutes les signatures de méthode, etc., on va utiliser uniquement le type de base. On va oublier tous les paramètres génériques. Par contre, on va les retrouver. Ils sont enregistrés malgré tout dans des attributs complémentaires. Je vous parle des attributs, exception table, variable table, etc. Ce qui fait qu'un IDE peut les retrouver. Par contre, la JVM elle-même, elle ne les voit pas. Ce qui nous pose des fois des soucis parce qu'on ne peut pas faire d'overload de méthodes qui ont des types génériques différents. Voilà, c'est la raison. Et donc, ça remonte à 96 et avant, en fait. Hein. Donc maintenant, on a vu un petit peu ce langage de bytecode. Donc, on a vu que c'est une machine à base de piles. Alors, pourquoi une machine à base de piles alors que si vous prenez un processeur x86, il a une flopée de registres? Bah parce que là encore, historique, Java, c'était pour les trucs embarqués et ça ciblait un ensemble de plateformes extrêmement variées. Donc, on va dire le plus simple dans ce cas-là, c'est de dire on fait un système à piles et puis ensuite, libre à la JVM de transférer des morceaux de piles sur les registres, etc., de se débrouiller, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis sur un système à piles. Au passage, voilà, la machine Dalvik sur Android, elle est à base de registres. Parce qu'elle ciblait initialement des processeurs un peu plus évolués, genre du ARM ou du x86. Donc, ils sont partis directement là-dessus. Donc là, en gros, ça veut dire qu'une machine à piles, la JVM a à faire un peu plus de boulot pour la traduire dans une utilisation un peu optimale des registres, mais par contre, on va tourner sur un ensemble de plateformes extrêmement variées. Donc, c'est un assembleur. Hein, vous avez vu du LDC, du load, du return, du push, trucs comme ça. Par contre, c'est un assembleur objet. C'est-à-dire que dedans, on trouve des appels de méthode. Waouh, putain, dans mon assembleur x86, j'ai pas ça, c'est cool ça. Donc, avec différentes variantes, statique pour les méthodes statiques, virtual. Donc là, pour ceux qui font du C++, il n'y a pas d'appel direct de fonction en Java, c'est toujours un appel virtuel. L'appel d'interface, qui là, il y a une double interaction à travers les méthodes de l'interface. Et puis, special, qu'on a vu, qui est pour les constructeurs. En termes d'accès mémoire, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, mais on va le revoir, que, en gros, on ne peut pas accéder n'importe où. On n'a pas de notion d'adresse comme ça brute. On a accès uniquement aux variables locales dans le corps de la méthode, et puis à des opérations qui nous permettent d'accéder à des champs. C'est tout. Hein, donc là, on est dans un environnement qui est extrêmement contraint. Et c'est la JVM qui contrôle tout. Alors, ces instructions, c'est quoi? Il y en a 200.
ou 201 peut-être. Qui sont, alors là c'est la page Wikipédia, donc il y a des liens ici sur les specs, qui sont en fait dans un nombre très restreint de groupes. Alors pourquoi 200? C'est parce qu'il y a des variations. C'est genre je mets sur la pile un entier, un char, un long, un double, un float, etc. Paf, ça a déjà en fait une demi-douzaine, etc., etc. Donc tout ce qui est chargement et stockage depuis et vers la pile, tout ce qui est arithmétique, donc les opérations, multiplication sur des entiers, sur des shorts et compagnie, tout ce qui est conversion de type, je prends un entier, j'en fais un char et inversement. Tout ce qui est donc création et manipulation d'objets, donc on a vu les invoques statiques, les new, etc. Comme on est sur un langage à pile, on va trouver des dupes, swap, pop, des choses comme ça. Transfert de contrôle, goto, ouais, on peut faire du goto en bytecode. Alors, on rigole parce qu'on fait du goto, mais en Scala, par exemple, on peut faire de la récursion terminale, tail recursion. Au niveau du code qui est généré derrière, c'est quoi? C'est un goto. Pourtant, j'ai un beau code fonctionnel bien propre, mais le compilateur me génère un goto. Donc le goto, c'est pas mal, c'est que c'est mal quand on l'écrit nous-mêmes, en fait. Hein. Il faut que ce soit le compilateur qui l'écrive. Voilà. Et puis, voilà, invocation de méthode. Alors, le point important, c'est que ce jeu d'instructions, depuis 1996, il y a eu une modification. C'est l'ajout de la fonction de l'instruction invoke dynamic qui a été introduit donc dans le Java 8 pour les lambda et aussi pour améliorer les performances sur les langages interprétés type Nashorn, JRuby, etc. Voilà. Invoke dynamic. Par contre, les lambdas, oui c'est ça, les lambdas sont apparus en Java 8. Voilà, c'est ça. Bravo. Voilà. Donc, si on regarde un code un petit peu plus touffu, qui est toujours ma petite boucle qui fait le driver de test, on voit j'ai quoi? J'ai une boucle, j'appelle une méthode, je fais un cast d'un entier vers un short, des trucs différents, je fais un slip, voilà. Ça se traduit comme ça. Alors, c'est pas super sympa quand même, mais on va arriver à le lire. Donc, j'appelle nanotime, elle store 1. Ah, c'est quoi ça? LStore, ça va stocker dans une variable locale. Donc là, ici, on va stocker dans la variable locale numéro 1. Donc il y a des instructions qui sont prédéfinies pour 0, 1, 2, 3, 4. Parce qu'en gros, ils ont considéré que ça va être le cas fréquent qu'on va chercher à optimiser. 0, c'est this. 1, ça va être start. Invoque statique. Tac, j'appelle nanotime. Etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait là, ici? Load 1. Ouais. Donc, je fais voilà, donc je commence à rentrer dans ma boucle. Je vais chercher mon max nano qui est ici. Je fais une comparaison. Donc, ça me met sur la pile un truc qui vaut moins 1, 0 ou 1 en fonction de c'est inférieur, égal ou supérieur. Et puis ici, toc, if greater or equal, 55, je me déroute ici, return. Donc, en gros, c'est ma condition. Quand j'ai fini, paf, je sors. Etc., etc. Donc, c'est pas super lisible. Par contre, à côté de ça, JavaP va vous donner donc la table des variables locales. Donc cette table de variables locales, on va retrouver nos petites affaires. Par exemple, ici, il me dit, voilà, le slot numéro 3. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 0, 1, 3 et qu'il n'y a pas de 2? Je ne sais pas. Voilà. Il me dit, le slot numéro 3, c'est i. Donc à chaque fois qu'on verra ici 3 quelque part là-dedans, ça sera ma variable i. Donc on voit là ici, égale 0, on le retrouve ici. Je charge une constante entière 0, je la stocke dans la variable numéro 3. Ensuite, je vais charger... qu'est-ce que je fais là? Je charge ma variable numéro 3. Oui, je charge la constante 1 million, et puis ensuite je fais ma comparaison. Ici, e-inc, donc c'est integer increment. Donc j'incrémente la variable 3 et je lui ajoute 1. Ça c'est quoi? C'est mon i++. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de l'assembleur quand même, hein, mais c'est l'assembleur qui n'est pas très compliqué. Hein, le nombre d'instructions, il est quand même relativement limité. Il y a quelques grandes familles, donc rapidement, on arrive à retrouver ces petits là-dedans. Et ça permet de comprendre vraiment de manière très, très détaillée ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on est descendu à la cave. On va remonter. Et puis après, on va redescendre encore plus bas. Ça, voilà. Donc, on va faire du benchmarking avec JMH. Donc,
là, ici, donc, si on revient sur notre values de tout à l'heure, donc on a trouvé une solution qui, du point de vue du garbage collector, répond à nos besoins. On a évité les allocations, problème résolu, au moins du point de vue de celui qu'on voulait résoudre. Maintenant, quand j'ai vu ce code, je me suis dit, mais putain, c'est crado ça quand même, parce que c'est un tableau constant, on passe notre temps à itérer dessus pour trouver ce qui va bien. Bon, si à chaque fois on est un status code qui est au bout de la ligne, on est toujours en haut de n sur la donnée constante. C'est quand même pas clean. Donc on va faire du benchmark. Et puis on va essayer progressivement d'améliorer le code en regardant à chaque fois ce que ça fait avec ce que ça donne avec les benchmarks. Alors pour ça, dès que vous faites du micro-benchmark, n'essayez surtout pas de faire votre driver de micro-benchmark, la boucle qui fait while machin, système current time milli moins start, etc. Oubliez, ça marche pas. Vous aurez des mauvaises valeurs. Alors pour plein de raisons. Déjà, current time milli, c'est l'horloge, c'est pas forcément des ticks réguliers. On a eu des bugs il n'y a pas longtemps parce que je crois qu'on était revenu en arrière d'une seconde, un truc comme ça. Si vous voulez mesurer du temps, un temps écoulé dans votre programme, utilisez ici system.nanotime. Nanotime, c'est un nombre de nanosecondes écoulées depuis on ne sait pas trop quand, mais en gros, on s'en fout. Il y a une référence arbitraire. D'ailleurs, on vous dit dans la doc que la valeur qui est renvoyée peut être négative, mais en gros, on vous dit elle ne fait que grimper, que s'incrémenter sur une horloge haute résolution, peu importe le zéro où il se trouve, vous l'utilisez pour faire des soustractions. Et vous êtes garanti que ça va suivre l'évolution donc du tic d'horloge et non pas de l'horloge atomique qui est au mur. Tac. Voilà. Donc JMH, alors le gars qui a écrit ça à l'origine, il s'appelle Alexei Shipilev. Le gars, son blog, si vous êtes intéressé par les trucs un petit peu bas niveau dans la JVM, allez le voir, mais allez le voir un jour où vous avez du temps, parce que c'est assez dingue. Donc ce gars-là bosse chez Red Hat et il travaille sur OpenJDK chez Red Hat. Donc il connaît un petit peu le sujet. Donc JDK, c'est quoi? JMH, pardon, c'est un harness. Alors c'est quoi? En français, c'est un harnais pour construire, lancer et analyser donc des nano, micro, milli, macro benchmark. Allez hop, on voit tout. Donc, chose intéressante, c'est que déjà, il vous donne des drivers, donc une structure pour écrire vos tests. Et aussi, il y a beaucoup d'exemples qui vous guident sur la bonne façon d'écrire les tests. Parce qu'on peut se retrouver avec des choses surprenantes. Il ne faut pas oublier qu'on a plein d'étages d'optimisation dans la chaîne d'exécution. Le compilateur va optimiser des choses en virant le code mort. Derrière, la JVM va le faire aussi. Donc, en gros, on vous explique comment faire en sorte que le petit bout de code que vous écrivez, en gros, le compilateur ne va pas considérer que c'est du code mort. Donc, en particulier, si vous calculez une valeur, il faut la renvoyer. Le compilateur il va dire ah ce truc là c'est une valeur qui n'est jamais renvoyée, je vire, donc vous mesurez plus rien. Il fait attention aussi donc à ce qu'on appelle le préchauffage de la JVM. La JVM c'est un système complexe, vous savez qu'il y a la hotspot qui démarre en mode interprété, qui compile, qui profile, etc. Donc en gros lui il va lancer un certain nombre d'exécutions de vos tests en mode préchauffage, c'est-à-dire qu'en gros on ignore toutes les mesures, on laisse le temps à la JVM de se préparer, de faire ses optimisations et ensuite tac, on démarre. C'est un peu comme, vous savez, les dragsters là, qui chauffent leurs pneus, là. Et puis ensuite, tac, on y va. Quoi. Et puis, bon, pour faciliter les choses, vous avez juste un artefact Maven pour créer votre projet, c'est assez facile. Alors, à quoi ça ressemble un benchmark? C'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Vous décrivez une classe qui a une annotation qui s'appelle state. Alors, en gros, state, ça veut dire quoi? Ça veut dire les champs qui sont là-dedans, ils ont une certaine portée. Alors ici, je dis que c'est global au benchmark que je suis en train d'exécuter. Je pourrais dire que c'est par thread ou que c'est, je ne sais plus qu'il y a encore d'autres valeurs. Et ça va piloter en fait la façon dont le driver de test va instancier vos classes. Là, j'ai dit c'est pour le benchmark, donc il va me faire une seule instance, il va tout faire dedans. Ici, on dit voilà, j'ai un code qui est un short, donc qui est la valeur sur laquelle on va faire la résolution. Hein, et on dit à JMH, ce truc-là, tu vas me le faire varier successivement avec les valeurs 0, 1, 134, 255 et 1024. Hein, donc, il va lancer ici 5 benchmarks avec des valeurs différentes de mon objet code. Et enfin, on trouve les valeurs, les méthodes qu'on va effectivement tester. Donc, moi, dans mon truc, j'ai mis en gros toutes les différentes implémentations du lookup que je voulais tester. On lance le truc.
Alors c'est long, hein, parce que il fait déjà 10 itérations ou 20 itérations pour préchauffer la JVM, et ensuite il refait une vingtaine d'itérations pour effectivement faire des mesures et calculer une moyenne. Donc prévoyez de laisser votre machine tourner, vous inquiétez pas si elle se met à souffler, hein, parce que ça lui fait un petit peu mal, mais par contre, dites-vous pas, ouais, j'en ai pour un quart d'heure de benchmark, tiens, je vais me faire un petit jeu, je vais regarder une vidéo, parce que là, le benchmark, il sera un petit peu faussé quand même, hein, ça c'est... Donc vous allez prendre un café. Voilà, donc comment on lance, hein, donc mvn clean install, et puis ensuite java-jar target benchmark. Donc en gros, le pom.xml qui vous est créé, il va créer juste un gros jar qui contient tout, vous avez qu'à lancer ce truc-là et ça démarre les benchmarks. Alors, qu'est-ce que je vais donner en sortie? Donc on va commencer là maintenant à rentrer dans des optimisations itératives, on va tester des trucs. Mais ces tests, on va le faire piloter par des chiffres. Donc, implémentation initiale, on lance notre benchmark, et en sortie, il nous dit, ben voilà, pour les valeurs successives, 0, 1, 134, etc., voilà ce que j'ai trouvé comme temps d'exécution. Alors, la colonne qui va nous intéresser, c'est le score. À côté de ça, on a score error qui est en gros une variance, et la valeur qu'il nous donne, c'est le nombre de nanosecondes par opération. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Chose pas trop surprenante. On a le temps qui croît linéairement, j'ai pas fait la courbe, avec la valeur qu'on cherche à convertir. Alors, linéairement, pas complètement, parce que au bout d'un moment, on va passer à la fin de notre tableau et ça va être toujours pareil. Hein, donc là, on voit c'est la même valeur à fond de tableau ou que je suis carrément en dehors. Et par contre, chose ici, là, 19 nanosecondes pour le premier élément. Alors, 19 nanosecondes, c'est pas beaucoup, hein, mais souvenez-vous, hein, on allouait 10 gigas tranquillou. Donc là, il y a truc à faire. Bon, déjà, c'est linéaire, et puis en plus, j'ai cet overhead initial là qui est en fait l'allocation. Donc, voilà, donc première chose suivante, on sort l'allocation et on fait avec notre tableau constant, on relance le même benchmark, et là, notre 19 nanosecondes qu'on avait, il est tombé à 2,9. Donc là, c'est cool. Hein. En gros, si on fait la différence avec le précédent, on a retiré 15 nanosecondes d'overhead sur tous les appels. Par contre, là, le temps, il est toujours en croissance linéaire. Donc, c'est pas cool. Alors, c'est pas cool. Il faut voir ça avec des pincettes. Là, je suis sur un code que je peux supposer être un hotspot dans un certain nombre de cas. Si c'est un truc qui est appelé une fois par jour dans votre code, voilà, on s'en tape. Hein. C'est pas un problème. Donc, on va prendre une autre approche. On va dire, je voudrais bien un lookup en temps constant. On va prendre, alors, lookup, temps constant, hmap. Voilà. Donc, je crée une hmap, et puis je dis, voilà, j'ai un initialiseur statique qui va remplir ma hmap avec toutes les valeurs de mon énumération. Donc là, je fais une itération unique, et je remplis ma hmap. Et puis, le lookup, c'est simplement get or default, le code qu'on m'a passé en paramètre, et unknown si on ne l'a pas trouvé. C'est simple. Donc, si on fait le benchmark, qu'est-ce qu'on voit? C'est plus ou moins constant. Il y a un peu de variation, mais grossièrement, on est dans les 4 à 6 nanosecondes. Pour les petites valeurs, c'est moins bon que ce qu'on avait avant. C'est normal, parce qu'avant, en gros, on prenait un tableau, on commençait à itérer, ah, je l'ai trouvé, terminé. Là, il faut quand même qu'on aille faire le lookup dans la hmap, dans des indirections, etc. Par contre, effectivement, c'est bien meilleur sur les grandes valeurs, parce que justement, on n'a pas ce parcours linéaire d'un tableau. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là? Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, et c'est ce qui m'a amené à ouvrir la boîte suivante. Mais en fait, c'était pas pour ça. C'est que là, je me suis dit, ah, mais attends, il y a un truc là. Get all default de code, je passe un short ici, et ma hmap, c'est un truc, ça prend des objets comme clé. Donc là, on a un autoboxing. Voilà, l'autoboxing qui a été introduit en Java, combien? Je ne sais plus. 5. Voilà. Donc en gros, c'est un automagic boxing qui fait que je t'automagiquement crée un objet sans que tu t'en aperçoives. Donc c'est dangereux. Donc si on fait encore notre copain Java P-C, qu'est-ce qu'on voit? Le corps de la méthode, c'est quoi? Get static de mon code to status map. Je charge paramètre, et puis ici, j'appelle la méthode value of de short,
qui nous dit, ben voilà, à partir d'un short type primitif, je te renvoie un objet. Et voilà, allocation. Sauf que dans la pratique, je vais vous montrer short, tac. Voilà, sauf que dans la pratique, en fait, c'est pas exactement ça qui se passe. Ça, il y en a pas mal qui le savent. C'est que, en gros, ils ont été un petit peu malins, les mecs qui ont fait le JDK. Ils ont dit, voilà, il y a quand même beaucoup de valeurs qui reviennent très souvent. Donc, on va dire que on a un cache d'objets short qui est préinitialisé au démarrage de la JVM avec toutes les valeurs depuis moins 128 jusqu'à plus 128. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un short.valueOf avec une valeur qui est dans l'intervalle moins 128 plus 128, il n'y a pas d'allocation. Dans notre benchmark, on va un peu plus loin que ça, puisqu'on teste aussi des valeurs 255, 1024, etc. Donc on tombe en dehors de ce cadre-là. Bah, on va le voir, hein, si on repasse. Tac, je reviens là. Si on reprend notre Java Mission Control sur cette méthode de résolution-là, eh ben, on voit que, eh ouais, putain, il m'a alloué 500 mégas de short. Là, je peux ouvrir une boutique de plage là, avec tous ces shorts-là. Voilà. Bon, alors, il se trouve que ces shorts, ils ont une durée de vie très courte. On va continuer les blagues, ils ne sont pas de très bonne qualité, donc ils suivent vite. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ici, dans la stack trace, tout vient ici de short.valueOf. Normal. Alors, déjà, si vous avez des maps comme ça qui ont des types, qui peuvent être des types primitifs en clé, et aussi en valeur, je crois, je ne suis pas sûr, je vous invite à regarder une librairie qui s'appelle Carrot HPPC, donc les High Performance Primitive Collections. En gros, c'est des implémentations des structures de données map notamment, qui sont très spécifiques, qui sont spécialisées avec les types primitifs. C'est-à-dire que vous avez des maps de int vers des objets, des maps de int vers int, et des maps de long vers long, etc. Donc, si vous avez des structures de données qui sont très très sollicitées dans votre code et qui sont basées sur des types primitifs, et que vous avez besoin de cette notion de HMAP, allez voir là-dedans, vous avez des structures de données qui sont extrêmement efficaces. Moi, je l'ai utilisé pour optimiser certaines sections de code. C'est super, super efficace. Hein, parce que vous supprimez tout un tas d'optimisations. Là, si j'utilisais ça, mes 500 mégas de short, ils disparaissent. Bon, on va faire autrement alors. On va éviter les allocations. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un tableau qui est constant. Eh ben, on va construire un autre tableau constant. Et puis, on va le pré-remplir. Donc, voilà, ici, je dis que j'ai un maximum, je crois, il y a 0xC3, il me semble, le code maximum. Donc, je dis, je prends 100, comme ça, j'ai un petit peu de marge. Puis, c'est un joli nombre, c'est un nombre rond. Je commence par le remplir avec la valeur unknown, et puis ensuite, j'itère, et hop, sur le code correspondant à l'énumération sur laquelle je suis en train d'itérer, je vais remplir mon tableau. Et du coup, mon lookup, il devient quoi? J'ai un short ici, type primitif. Tiens, il y a une parenthèse qui a sauté là. Je regarde quand même si je suis dans les bornes du tableau. Si j'y suis, hop, on fait la direction dans le tableau, et sinon, unknown. Voilà. Benchmark, voilà. 3 nanosecondes tout le temps. 3 nanosecondes tout le temps, donc un temps constant, pas d'overhead de garbage collector. Alors, je n'ai pas le screenshot du Java Mission Control, mais il serait flat. Et voilà, donc en gros, j'ai passé mon week-end pour arriver à ça. Voilà. Mais je voulais démontrer ce qui se passait entre les deux, en fait. Hein. Voilà. Alors, JMH, c'est un super outil. Par contre, il faut faire attention. Les itérations donc pilotées par les benchmarks peuvent vous amener à faire de l'optimisation, on va dire, partielle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la bidouille. Tiens, je vais essayer ça, qu'est-ce que ça donne, machin, etc. Et on voit bien notre gars qui a écrit l'article de blog chez Couchbase, il a fait son benchmark, il a dit « Oh, c'est pourri, là, machin. Hop, je fais un autre benchmark où je teste, là encore, sur quelques cas simples. Il dit « Hop, travail terminé. » Par contre, il a oublié de vérifier ses allocations sur les cas un peu à la marge, etc. Donc, quand vous abordez un travail d'optimisation comme ça, avant d'attaquer les benchmarks, alors mesurez déjà pour vérifier qu'il y a vraiment un problème à résoudre, mais avant ça, prenez du recul, c'est quoi le problème à résoudre? Et est-ce que, puisque j'ai un problème là, est-ce que j'aurais pas pu prendre une autre approche?
Finalement, c'est ce qu'on a fait là en disant je préinitialise un tableau de lookup, c'est que plutôt que d'optimiser le fast pass sur des quelques cas qu'on suppose être les plus courants dans mon application, je vais carrément prendre une autre approche en disant je prépare un maximum de trucs. Ce truc-là n'arrive qu'une fois au démarrage de la JVM et ensuite j'ai plus rien à faire. Éviter aussi donc de tomber, c'est un truc assez addictif, hein, JMH, parce que ouais, putain, j'ai gagné 0,5 microsecondes. Ouais. Mais voilà, ça prend du temps. Hein, aller chasser la microseconde, ça prend du temps. Alors, si c'est sur votre temps libre, pourvu que votre conjoint soit content, tout va bien, c'est votre problème. Par contre, si c'est au boulot, faites attention parce que vous pouvez y passer potentiellement beaucoup de temps. Donc, réservez l'optimisation pilotée par les benchmarks uniquement sur les cas où c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que sur des codes qui est donc chaud, c'est-à-dire quelque chose qui est utilisé très souvent, qui est souvent dans les couches un peu de fondation de votre application. Sur la logique métier, en général, on n'en a absolument pas besoin. Hein. Donc voilà, donc c'est cool, mais parce que derrière, il y a des délais à tenir et puis ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, voilà. Maintenant, on va rentrer encore en dessous. Parce que, alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une fois, en parcourant le vaste Internet, j'étais tombé sur un article qui parlait de méthodes intrinsèques dans la JVM. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Clique. Jamais entendu parler de méthode intrinsèque. Et en gros, l'article disait que, alors, on connaît les optimisations qui sont faites par la hotspot, hein, l'optimisation agressive, l'inlining, machin, etc. On connaît JNI qui permet d'appeler des méthodes natives. Et puis là, les fonctions intrinsèques. En gros, je suis tombé sur l'article et ils disent il y a certaines fonctions qui sont appelées tellement souvent dans le JDK et où en gros les processeurs modernes ont des instructions de tellement haut niveau que la JVM intercepte ces fonctions-là et les réimplémente directement en assembleur. C'est-à-dire que, en particulier, le code qu'on voit dans le JDK quand on fait CTRL-SHIFT sur string ou sur short, par exemple, on voit du beau code, hein, en fait, ce n'est pas du tout celui-là qui est exécuté en réalité. C'est même pas ce code-là optimisé par la hotspot, c'est complètement autre chose. Donc là, je me suis dit, est-ce que finalement, mon short.valueOf, ça ne serait pas des fois une méthode intrinsèque? Ça serait un bon candidat pour ce type d'optimisation. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de voir. Et là, ça m'a pris un bon morceau de l'après-midi. Parce que le code du JDK, c'est pas simple. Alors, petit rappel déjà sur l'architecture de la hotspot. Hein. Donc, OpenJDK, c'est la JVM d'Oracle qui a été mise en open source. Donc, Oracle conserve quand même sa version sur laquelle, entre autres, il rajoute le flight recorder. En gros, quand on a notre code, il passe par un certain nombre d'étapes successives. Donc, alors, je suppose que là, je suis dans un environnement serveur. Donc, en gros, on démarre pour démarrer vite en mode interprété, c'est-à-dire que là, c'est bourrin. Je prends un bytecode, qu'est-ce qu'il fait? J'interprète, terminé. C'est bourrin, ça marche, ça démarre vite, c'est super lent. Deuxième phase, quand on a commencé, alors, la JVM collecte des métriques. Quels sont les bouts de code qui sont exécutés le plus souvent? Quand j'appelle une interface, quelle est la classe qui implémente cette interface qui est appelée le plus souvent, etc. Quand elle a collecté suffisamment de métriques, elle m'a dit, tiens, il y a un certain nombre de choses là qui sont en gros des points chauds. C'est pour ça qu'on parle de la JVM hotspot, hein, parce qu'elle détecte les points chauds. Et je vais commencer à compiler. Donc compiler avec un compilateur dit C1, le compilateur client, qui va vite, qui n'est pas forcément super optimal, mais qui déjà va quand même beaucoup plus vite que la méthode interprétée. Quand on est sur un serveur, on sait qu'on est sur une appli qui dure beaucoup plus longtemps, où on va privilégier la performance. Et donc là, il y a une deuxième phase de compilation qui s'appelle le C2. Donc c'est le hotspot serveur qui va reprendre de nouvelles infos de profiling qui viennent du C1 pour faire des optimisations encore plus agressives. Alors au niveau du code en dessous, je vous laisse imaginer ce qui se passe parce que là, on a du swap de code dynamique entre du mode compilé, pas super optimisé, compilé, très optimisé, et voire même dynamiquement, puisque lui, il continue à profiler, et s'il voit que finalement les trucs qu'il a super optimisés, qu'il a inliné partout, finalement ils deviennent moins hot, il va les désoptimiser pour gagner de la mémoire. Hein. Donc c'est quand même assez costaud comme système. Et en dessous de tout ça, on a notre cher garbage collector. C'est-à-dire, qui c'est qui fait du Rust ici? Non. Parce que Rust, c'est un langage qui est très sympa. Je suis en train de regarder ça. Il n'y a pas de garbage collector. Ça change. Voilà. Donc, l'OpenJDK, il est où? Alors, il est sur openjdk.java.net. Ça, c'est facile à trouver. Par contre, le code, c'est moins facile.
Alors, il se trouve que ils utilisent Mercurial. Mercurial. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque, c'était le grand combat entre Git et Mercurial. Qui va gagner sur les gestionnaires de conf distribués? Maintenant, on parle Mercurial. Les gens ne savent même plus ce que c'est. Mais OpenJDK, ils sont toujours sur Mercurial. Donc, vous commencez par installer Mercurial. Et puis après, bon, on a deux repositories à cloner. JDK, qui est en gros tous les sources du JDK, donc ce que vous avez trouvé dans la librairie standard. Mais en général, vous les avez déjà installés sur votre machine. Et puis, donc, Hotspot, qui est la VM elle-même. On a déjà fait... oui, si, c'est bon, on va être dans les temps. Donc, ça vous descend... grosse arborescence de répertoire, donc là, il y a plein de trucs, où il n'y a pas trop d'explications de qu'est-ce qui est où. Ou alors, il faut aller fouiller dans d'obscurs wikis qui ressemblent à des trucs des années 90. Voilà. Mais on arrive quand même à trouver quelques infos intéressantes. Alors, la structure du répertoire SRC de la Hotspot, alors, on reviendra après sur ces choses-là. C'est des répertoires qui contiennent... Alors, déjà, c'est écrit en C++. La JVM est écrite en C++. On va trouver ici des répertoires qui sont des choses spécifiques à un OS ou à une architecture CPU. On y reviendra après. Et puis après, une partie shared qui est en gros tout le code commun qui est utilisé pour toutes les plateformes, tous les OS. On va trouver ici nos différents compilateurs. Je vous ai dit, là, il y a le C1, il y a le C2, il y a l'interpréteur. Donc, l'interpréteur, il est ici. Ensuite, on va trouver donc le compilateur C1. Le compilateur C2 s'appelle Opto. Ah ouais, parce qu'avant d'appeler C2, il s'appelait Opto dans le code, donc ils ont gardé le code dans le répertoire plutôt que de le dans le répertoire. Alors là, au début, moi je suis arrivé, je dis, mais il est où C2 là? Je ne le trouve pas, quoi. Et puis, en fouillant dans les obscurs wikis, je vois que Opto/C2. Ah, ok, d'accord. On trouve ici les implémentations des garbage collectors. Donc, si vous voulez comprendre comment marche le garbage collector G1, le concurrent Marksweep, etc., allez fouiller là-dedans. Mais bon, ça, je suis pas sûr de vous revoir avant, je ne sais pas quand. Hein. Et puis, on en trouve un rigolo ici qui s'appelle Shark, qui est en gros un compilateur en just in time qui est basé sur LLVM. Donc en gros, lui il dit, nous on ne se base pas sur des choses qui sont liées au CPU, etc. On s'appuie sur LLVM et c'est LLVM qui fait le boulot derrière. C'est Red Hat qui a fait ça. Si on ouvre le répertoire CPU, OS et compagnie, on va trouver donc du code spécifique. Alors le build d'OpenJDK, c'est un truc, voilà, vous prenez la machine et puis là vous partez en week-end. Hein, ça me rappelle mon fils qui était sous Gentoo à une époque et qui disait papa, je peux laisser mon ordi allumé cette nuit, je recompile OpenOffice. Je dis, putain, tu peux pas prendre un Linux à la distribution binaire, quoi. Voilà, donc on trouve du code spécifique aux différentes architectures cibles en termes de CPU, mais aussi en termes d'OS. Donc là, en particulier, on va trouver tout ce qui est traduction en assembleur, tout ce qui est génération de code natif. Sur les OS, ça va être tout ce qui est lien avec le système d'exploitation, donc gestion des fichiers, des sockets, de la mémoire et compagnie. Et puis ici, OS CPU, parce que des fois, il y a des choses qui sont à la fois spécifiques à l'OS et au CPU. Voilà. Donc le build, il fait un joyeux mélange de tout ça. Donc là, on voit pas ARM. Ce que ça va arriver aujourd'hui sur ARM, c'est la JVM de chez Oracle. Hein. Les sources de JDK8 en ARM sont pas open source. Par contre, si vous allez dans JDK9, c'est-à-dire dans les URL précédentes, vous remplacez le 8 par le 9, vous allez trouver donc les cibles ARM 3264 bits et puis aussi IBM qui a donné donc les implémentations pour PowerPC S390. Alors ça, c'est les vieux mainframes, hein, et AIX. Donc ceux qui sont punis encore à travailler sur AIX, maintenant, au moins, ils ont le code source de leur JVM. C'est cool. Quoi. Alors, revenons à nos méthodes intrinsèques. Donc, nos méthodes intrinsèques, voilà. Donc, what you see is not what you get. Hein. C'est-à-dire que, je vous ai dit, voilà, quand on voit short value of, ou le joli, par exemple, on va voir string, voilà, string index of. Alors, toc. Voilà, string index of, un caractère, il y a un truc très
voilà, qui est ce qu'il est. Vous pourriez vous dire, ouais, YOLO, moi je connais un super algorithme qui est vachement bien pour faire ça, je vais le réimplémenter, ça ira plus vite que ce code de merde. Et d'ailleurs, quand je copie-colle ce code-là à côté, plus le mien et que je fais des benchmarks, mon code à moi, il est plus rapide. Ouais, bah, fais des benchmarks avec la vraie JVM, tu verras. Donc on revient là et on va voir, voilà. Donc, ça va intercepter au moment de la compilation dans le JIT ou dans le C1, le C2, donc un certain nombre de méthodes, et dérouter leur implémentation, remplacer leur implémentation par du code natif. Alors ces choses-là, on va les trouver sur les choses qui sont souvent qui manipulent des grosses structures de données ou des algorithmes un peu spécifiques, et puis surtout tout ce qui est mathématique, hein, parce que là, le processeur, il a tout ça sur étagère. On ne va pas se faire une réimplémentation de log en Java, ça n'a pas vraiment de sens. Donc vous allez le trouver surtout sur string, string buffer, math, unsafe, donc sunmisc unsafe, le fameux, tout ce qui est manipulation de tableaux, etc., etc. Donc, ça remplace le code Java que vous trouvez dans le JDK par des implémentations natives, alors soit en C++, soit carrément en assembleur. Maintenant, comment savoir qu'est-ce qui est remplacé? Alors là aussi, c'est pas simple à trouver. Et au détour d'un wiki, on vous dit, bah, tu vas voir dans hotspot src share vm class file vm-symbols.hpp. OK, allons-y. Voilà. Et là, on est content, quoi. Et là, on est content. Alors, qu'est-ce qu'on voit? VM symbols do, ça ne doit pas être ça. On passe à la suite. Voilà. Non, tiens, on va être un peu plus astucieux. On ne va pas faire une recherche linéaire, on va faire un lookup direct. On va chercher intrinsique. Yes, des choses là. Intrinsique, ignore. Bah non, ça ne m'intéresse pas trop le ignore. Ah, voilà. Guided by intrinsics. Alors, tac, tac. Template, gna. On va descendre. Je ne sais pas trop ce que c'est ces trucs-là. Et voilà. Ah, il y a des choses sympas là. Voilà. Et on voit d'où intrinsique. Ah, ça me plaît ça. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Java Lang Object, hashcode name, void in signature. Donc ça ressemble typiquement à un nom de classe. Ah, pardon. De toute façon, je ne sais pas si ça changera grand-chose si tu vois. Hein, ça. Ouais. Voilà. C'est bon là? Donc qu'est-ce qu'on voit là? D'où intrinsique avec ici un truc underscore hashcode. Et puis ici on voit Java Lang Object, hashcode name, void in signature. Donc là, ça ressemble typiquement à la méthode hashcode sur ma classe object qui prend pas de paramètres, void, et qui m'envoie un int. Si on descend un petit peu, on va trouver du Java Lang Math, on va trouver toutes les fonctions trigonométriques. Alors, voilà, à peu près tout Java Lang Math est sur des intrinsèques. Tac, tac, tac. Du Java Lang. Alors, tac, tac. Java Lang double, Java Lang float, Java Lang system. Tiens, Java Lang system, nanotime. Donc, ce truc-là, c'est même pas une méthode JNI, c'est même pas une méthode native, c'est carrément intercepté par la JVM. Il y a des threads, isInterrupted, etc., etc. Plein de choses sur les classes. Et voilà. Et hop, on arrive sur notre string là. Compare tout. Hop, index of equals check index. Des trucs comme ça. Donc en fait, on se rend compte que notre chère classe string qu'on connaît bien, il y a beaucoup de trucs dedans. Quand on ouvre le code du JDK, on dit ah tiens, c'est sympa, il en fait comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Alors, on va revenir. Alors, en particulier, si on regarde le index of, voilà, là je vous mets en gros parce qu'il faut que vous compreniez quand même. Hein, ça, donc là, je suis parti où? Là, je suis parti dans la partie CPU x86 et où j'ai trouvé, alors, trouver le lien entre le fichier qu'on a trouvé tout à l'heure et la vraie méthode, c'est pas simple. Il y a un jeu de macro C++ là-dedans qui fait des trucs qui font que j'arrive pas à suivre le lien. Donc c'est un grand coup de grep dans tous les sens, on n'arrive à trouver ces petits, quoi. Mais bon, ce qui est important, c'est que ce fichier, la VM Symbols, déjà nous dit ce qui est intrinsèque. Donc derrière, ça nous dit, bah, en gros, c'est pas la peine de regarder le code qui est dans le JDK parce que c'est pas celui-là. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, j'ai un string index of
pour les chaînes de caractères dont la taille est supérieure à 8 caractères. Voilà. Et là, il dit assert use SSE 42 intrinsics. SSE 4.2 is required. Waouh! Donc là, et puis après, il nous dit allez, on va faire des trucs là, et on va voir plus bas que, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il génère de l'assembleur. Il génère de l'assembleur x86. Donc mon string.indexOf, quand je suis sur une JVM sur un processeur Intel, bah, le code du indexOf, il est là. Il est là, il utilise des instructions vectorisées, SSE et compagnie. Donc n'essayez surtout pas de le réimplémenter à votre sauce avec une petite boucle sympa, parce qu'en fait, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Voilà, donc c'était ce qu'on vient de voir. Alors après, des fois, il y a des trucs rigolos. Je suis tombé aussi en suivant un petit peu les trucs de ce cher Alexei Shipilev, là, qui a écrit GMH, sur un post qu'il a mis sur la mailing list JDK9 Dev, où il dit oh, c'est bizarre, j'ai fait des benchmarks sur string indexOf avec les variantes char et les variantes string. Et puis, je trouve que dans Java 9, chercher la position d'une chaîne de caractères est plus rapide que chercher la position tout seul. Hein, la recherche de chaîne de caractères est plus rapide que la recherche des caractères. Comment se fait-ce? Eh ben, c'est simplement qu'il était dans une version bêta du JDK où il y avait tout un tas de choses à intrinsiquifier et il se trouve que le indexOf string avait été transformé en intrinsèque, mais pas encore le indexOf char. Donc si on regarde le benchmark, alors là il a pris une autre option qui en gros lui donne non pas des nanosecondes par opération, mais des opérations par seconde. C'est des mesures de throughput. Donc ce qu'on voit, c'est que en JDK 8, indexOf d'un caractère, on a 140 000 opérations par seconde, 113 pour la version chaîne de caractères, et par contre, ici, non, j'ai des conneries, c'est celui-là. Oui, c'est parce que les chiffres sont quand même relativement près. Ça, c'est des variations, ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Et donc là, oui, on a 5000 opérations par seconde, et ici, 2000. Hein? C'est la marge? Alors pourquoi Ah oui, c'est la marge. C'est bizarre, ça. Ah oui, pardon, oui, effectivement, c'est celui-là. Le throughput, c'est celui-là, oui. Donc là, on passe le throughput inversé. C'était 14-11 et ici, on a 15-18. Et pourquoi ça? Parce que celle-là a été intrinsiquifiée, mais l'autre pas encore. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que depuis, les deux maintenant sont au niveau, donc vous n'êtes pas obligé de remplacer tous les indexOf de char par un indexOf de string avec un caractère, c'est pas utile. Voilà. Voilà, donc les méthodes intrinsiques. Donc quand vous vous posez la question, ouais, le code du JDK il est pourri, réfléchissez à deux fois et allez faire un petit tour à grand coup de grep dans le vmsymbol.hpp pour voir si des fois le truc que vous cherchez à optimiser, des fois il ne serait pas traduit directement en code natif. Parfois, cette chose-là peut se faire de manière indirecte. Récemment, dans du code que j'ai eu à relire, en gros, on avait un truc où on voulait construire un nom par assemblage d'éléments séparés par des points, et avec le fait que, en gros, on imposait qu'il n'y ait pas de points à l'intérieur des noms qu'on voulait concaténer, sinon on ne savait plus où était le séparateur. Et donc, finalement, qu'est-ce que le code, c'est quoi? C'est je convertis ma chaîne de caractères en char array, j'itère dessus pour trouver les points, les remplacer par dans score, et je les ajoute à un string buffer. Vous dites, OK, cool, ça marche bien, pas de problème. Par contre, si on part de l'idée que string.indexOf d'un caractère est écrit avec des instructions SSE2, finalement, on a peut-être intérêt à systématiquement faire un indexOf de mon point dans ma chaîne de caractères pour savoir s'il existe, au lieu de faire la boucle tout le temps et checker caractère par caractère. Donc là, c'est quelque chose où finalement, on n'a pas voulu réimplémenter une fonction du JDK, mais l'enrobage qu'on a fait en tour fait que finalement, on n'a pas utilisé des choses qui nous auraient permis d'aller plus vite. Donc, dans ces cas-là, faut se dire, tiens, est-ce que des fois, je ne suis pas en train de réécrire un truc qui existe sur une classe du JDK, si je réorganisais un petit peu mon code différent, et puis si c'est du code qui est chaud, alors en l'occurrence chez nous, c'est du code qui est chaud parce que ça construit des noms de métriques, et des métriques, on en a beaucoup, on fait un petit coup de JMH pour benchmarker. Voilà. Alors, important, le benchmark, faites-le sur la même JVM que celle que vous allez avoir en production, au moins au niveau architecture CPU.
L'OS, pas forcément, puisque l'OS, c'est surtout pour les fonctions liées aux fichiers, sockets et compagnie, mais sur l'architecture processeur. Voilà, donc on est arrivé au bout de notre exploration. Conclusion donc, apprenez à utiliser vos outils. On n'a pas besoin de connaître la mécanique pour conduire. Par contre, si on sait comment fonctionne une boîte de vitesse, on pourra mieux étager les passages de vitesse et avoir une conduite peut-être plus soit performante, soit plus économe. Soyez curieux et de temps en temps, ce petit lapin, là, suivez-le. Vous apprendrez beaucoup de choses. Par contre, faites attention. Si c'est le week-end et qu'il pleut, allez-y. Par contre, si c'est au boulot, faites attention parce que des fois, vous allez vous perdre là-dedans tellement on découvre des choses et on tire des plots qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Voilà. Il est arrivé, 8 minutes de retard, c'est bon. Ça.